Chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui, non pas à l'occasion d'un simple épisode de podcast, mais bien pour un exorcisme. Voyez-vous, les deux pêcheurs ici présents, Seb et Alexandrine, sont possédés par un esprit, ou plutôt devrais-je dire a spirit, car il est américain. Les symptômes ? Ils regardent des vidéos YouTube d'1 heure et plus sur le sujet. Ils débattent duquel des deux films est le plus à droite ou à gauche. Alexandrine connaît la bande originale par cœur. Elle peut vous raconter les détails du drama médiatique autour de la relation entre Ariana Grande et Ethan Slater. Leurs feeds Instagram ne sont que wicked. En vérité, cet exorcisme a déjà commencé le jour où ces deux pêcheurs sont allés voir Wicked for Good, la deuxième et dernière partie de l'histoire. Enfin, ils pouvaient fermer ce chapitre de leur vie qui a duré 1 an. 1 an à ne parler que de Wicked, à ne penser qu'à Wicked, à n'écouter que Wicked. Et tout cela pourquoi ? Avaient-ils lu les livres ? Me demanderez-vous. Même pas. Ont-ils déjà vu le spectacle musical de Broadway ? Que nenni ! Nos deux pêcheurs ne connaissent de Wicked que le film Le Magicien d'Oz de 1939. Rien en apparence qui ne justifie une telle obsession. Mais alors quoi ? Mais quoi alors ? Universal Pictures. Les Américains. Les Yankees. Si. Que voulez-vous ? Même la façade de l'UGC de Brooker est décorée en vert et rose. Ça valait le coup d'éteindre le panneau Coca-Cola. Mais sachez que nos brebis ne sont pas totalement innocentes. Elles se donnent volontairement et tout entières au péché des blockbusters. Elles se complaisent dans les salles sombres de cinéma comme à Sodome et se baffrent de pop-corn avec les autres pêcheurs de leur sorte. Que diable, ils se sont déguisés pour aller voir Barbie ! Aujourd'hui a lieu la dernière étape de cet exorcisme. Seb et Alexandrine ont passé des heures de confession à parler des films Wicked, mais rien ne vaut un passage au studio pour organiser leurs pensées une bonne fois pour toutes. Une fois enregistrées et partagées avec leurs auditeurs et auditrices, ils pourront enfin laisser leurs pensées impures les quitter. Ce processus n'a jamais été aussi pressant. Que la séance commence. To avoid fainting, keep repeating. It's only a movie. Only a movie. Only a movie. Take as much as you can. Only a movie. Merci mon père. Bienvenue au Crunch Podcast, le podcast des gens qui prennent du popcorn au cinéma comme à Sodome. Et aujourd'hui, comme vous l'avez compris, c'est des 2 films Wicked de Jon Chu que nous allons parler. Yeah, bienvenue, enfin, Seb. reparler encore. Et Mais encore. cette fois-ci devant un micro. Et pour la dernière fois. À voir. Donc, ces films, fin de mon intro, ces films ont été analysés. Enfin, mon intro, je sais pas de quoi je parle, c'était père. C'est totalement improvisé. Ouais. Ces films ont été analysés en long et en large dans tous les sens, de leur esthétique inexplicablement laide, je commence la critique, aux fossiles d'Ariana Grande, des analyses comparatives allant du livre de 95 à la comédie musicale lancée en 2003, et les spécialistes sont nombreux. Le but ici, pour nous, est donc de nous faire plaisir, enfin, je veux dire de nous exorciser, en discutant, enfin, au micro du Crunch Podcast, des différents sujets que ce film a évoqués en nous. Et cet épisode est aussi un comeback après de longues vacances pendant que nous préparerons un nouveau double épisode sur une personnalité de l'histoire du cinéma d'horreur. Vous pouvez nous envoyer vos suggestions pour voir si vous savez deviner qui c'est sur Instagram. Et moi aussi, je prépare un épisode. Oui, et un autre Ça nécessite juste que je lise un livre, du coup, ça va prendre 3 ans. Mais... Moi aussi, je suis en train de lire un livre. C'est long, il y a beaucoup de mots, il n'y a presque pas d'images. Dans le tien, il n'y a pas d'images. Ah, le tien, il y a des images ? Il y a quelques images, J'aurais ouais. dû prendre ça. Il y a même des images que j'avais jamais vues, ce qui est toujours... Et du coup, tu sais, tu commences le livre et t'es en mode, est-ce que je regarde toutes les images avant de commencer ? Et du coup, j'ai pas la surprise quand je suis en train de lire, ou est-ce que je les garde ? Tu auras toujours la surprise avec le contexte. Quel contexte ? Quand tu auras lu les trucs, Oui. tu diras les mots aident à comprendre les images. Ça valait le coup d'apprendre à lire pour le podcast.
Uniquement pour le podcast. Uniquement pour le podcast et rien d'autre. Je ne lis jamais hors du podcast. On peut peut-être raconter quelle est notre relation à Wicked. Comment c'est venu, pourquoi, Ah oui. pourquoi alors que, comme tu dis, on n'a pas avait- vu, on n'a pas lu le livre, on n'a pas vu la pièce. Parce Moi, j'ai que... pas vu le film Ah ouais, original. je me suis avancée. Le prêtre avait tort. Et parce qu'on est toujours friand d'un good time au ciné et on a senti, je pense qu'il y a des films comme ça, tu comprends en voyant la bande-annonce que les studios sont en train d'essayer de créer un engouement et tu sais que ça va marcher. Et tu vois le truc et tu as envie de participer. Et surtout, moi j'adore les comédies musicales, donc j'étais sold dès le début. Et j'aime trop Ariana Grande. Et du coup, je la raconte. Je raconte l'histoire comme j'aime bien la raconter, mais c'est la pure vérité. C'était une période où on était allé au ciné quelques fois et on se tapait à chaque fois la bande-annonce de Wicked. On était allé à l'UGC. Et j'étais là, mais en fait... Et un jour, j'ai dit à Seb, devant une bande-annonce de Wicked, je lui ai dit, mais viens, on est fan de Wicked. Viens, on devient fan de Wicked. Et à partir de là, à chaque fois qu'il y avait la bande-annonce de Wicked qui passait, on applaudissait et tout, alors qu'on connaissait rien. Et ça marche. Fake it till you make it. Moi, j'étais un peu obligé, comme je suis PD, il fallait que ça Ah oui, tout un c'est sujet. partie de ma culture, je pouvais pas... Tout un sujet, ouais. J'ai toujours pas vu le film original. Ouais, et donc, et pour résumer, pour commencer, Est-ce que ça valait le coup ouais, de devenir fan, ça grave. valait grave le coup quand même. Oui, de ouf. Après, voilà, après, après, être fan, du coup, c'est un peu compliqué vu qu'il y a vraiment différentes strates, genre être fan du livre, être fan de la comédie musicale Non, mais et de être faire fan semblant du d'être film. fan. De faire semblant d'être... Mais moi, je fais Oui, pas on fait pas semblant d'être fan, mais on a décidé qu'on serait fan avant d'avoir vu le film. Et après, le premier film nous a confirmé qu'on avait raison. Et Est-ce après, que finalement, c'était pas une manière juste drôle pour nous de dire on a hâte de le voir? Ouais. Tu vois, genre, oui, ok, être fan avant d'avoir vu le film, c'est un peu du fake, mais la vérité, c'est qu'on était quand même... C'est comme si on avait allumé nous-mêmes l'excitation d'aller voir ce truc, en fait. Et comme on sentait que... Surtout, je pense que c'était... En fait, je pense que dire « je suis fan avant d'avoir vu le film », plutôt que de dire « ah, j'ai trop hâte d'aller découvrir ce film dont je ne connais pas l'histoire », c'est peut-être a sign of the times, parce que... j'en ai déjà parlé ici... Hollywood fonctionne aux franchises et je trouve qu'en ce moment on est dans une époque en particulier où il y a vraiment ils ont toujours eu des remakes et des spin-offs, ils fonctionnent comme ça, tous les films sont des réponses à des trucs qui existent déjà, mais en ce moment c'est particulièrement, tout le monde est vraiment en attente du nouveau spin-off et comment est-ce qu'il va réinterpréter les sujets de l'œuvre de base, et tout le monde est fidèle, tu sais, il y a une espèce de fidélité qui se met en place, toutes les bandes annonces elles sont bourrées de citations. Tu vois pas de quoi je parle? Et du coup, je suis pas un film pas sort, non, t'es mais je déjà suis d'accord. fan, Je tu suis vois. d'accord qu'il y a une obsession avec les franchises et la citation en permanence. Je suis pas, je suis un peu moins convaincu que c'est le public qui demande ça et qui. Non, mais j'ai pas dit que c'est le public qui demande ça, mais je dis que du coup, ça implique une situation de spectateur qui fait que t'es tout le temps fan, vu qu'en fait, c'est toujours les mêmes histoires, et quand il y a un film qui sort, c'est une histoire que tu connais déjà et à laquelle t'es déjà fidèle. Tu vois, t'as déjà... En fait, c'est ça, c'est entretenir une fidélité pour pour s'assurer aussi que les spectateurs vont continuer à venir, parce que c'est plus un risque financier de faire une nouvelle histoire. Donc, quand un nouveau film sort, t'as déjà une fidélité à cette histoire et tu sais déjà que tu vas y aller parce qu'en fait, t'es déjà fan. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oui, mais là, enfin, ce qui était attirant avec celui-là, c'est justement qu'on n'y connaissait rien. Et Oui, mais aussi, du il coup, y on avait s'est cette mis dans fraîcheur-là. Oui. Il y avait juste une Pour grosse nous. fanbase qui nous assurait que, en fait, oui, enfin, on prenait pas trop de risques, que ça allait être bien. Et voilà. Mais ce qui était attirant pour moi, c'est que c'était complètement frais aussi comme truc, en me disant, oh tiens, ce film-là. Ouais, moi aussi, en vrai, moi aussi. C'est genre, je n'ai absolument aucune idée de quoi ça parle. Enfin, c'est vaguement, mais Moi non plus, quels vont être les thèmes abordés. Ouais, vraiment, c'est un univers qui s'est ouvert à nous hyper dense. Et c'est pour ça qu'on fait que dire on n'a fait qu'en parler et enfin on est devant le micro parce qu'on va enfin pouvoir en parler pour de vrai, parce que c'est hyper dense.
Mais voilà, pour répondre au truc, non, s'ils sortent en 3, moi je vais pas être excité pour le 3. Enfin, Non, mais parce qu'il s'est passé un je vais vrai être truc. excité de le Hate Watch parce que ce sera forcément de la merde, mais... Non, mais parce qu'il s'est quand même passé un truc dont il faut parler, c'est que, et je pense que on enfonce, tout le monde est au courant, et c'est le cas, je pense, pour beaucoup de gens. Enfin, pas forcément. Mais voilà, on est sorti du premier, genre, des étoiles dans les yeux, en disant, waouh, c'est vraiment intéressant, la take et tout. Et le 2, sensation de trahison, quoi. Genre, Un peu, ouais. comment tu peux revirer. Et à la fois, qu'est-ce que tu voulais qu'il se passe avec cette histoire, finalement? Enfin, moi, j'ai l'impression, le 1, l'histoire est super, mais en fait, il fallait s'arrêter là, quoi. Enfin, je sais bien que le musical s'arrête pas là, et c'est pas comme ça que ça marche, mais pour que ça fasse sens dans ma tête, j'efface le 2 de mon esprit, en fait. Ça donne plus espoir en l'histoire que de l'avoir vraiment se jouer après. Ouais, et là où on n'est pas spécialiste, mais de ce qu'on a cru comprendre, des petites recherches et tout, c'est que globalement, ça c'est un peu... on va pas tout réexpliquer, parce que... mais l'histoire s'est droitisée au fur et à mesure des adaptations. Ouais, bon, après on peut faire un petit récap juste pour être un peu plus frais, quoi. Mais globalement, l'histoire en plus a vachement de résonance avec le climat politique mondial actuel, et comment on peut être complaisant avec un système qui est totalement fascisant sans s'en rendre compte, ou sans, en fait, activement chercher à le soutenir, mais tout en continuant ça. Et en s'en rendant compte, je pense. Le sujet, c'est quand même en s'en rend... Qu'est-ce que tu fais quand tu te rends compte qu'il y a un système qui est quel choix tu fais, mais quelle décision tu prends à partir du moment où tu réalises que le système auquel tu appartiens ne fonctionne pas au bénéfice de tous et toutes, quoi. Et oui, donc c'est un thème, c'est le thème du magicien d'Oz. Cette thématique de l'esthétique de la bonté versus être vraiment bon, tout ce côté fake it until people believe it, ça touche à beaucoup de choses, et surtout en fait, si en fait le 1 est si intéressant et si attirant, c'est un truc qui en fait s'avère être un défaut, en fait, quand on a le deuxième en ligne de mire, à mon avis, c'est le focus sur Glinda, qui est un personnage hyper intéressant, parce qu'effectivement, il y a ce côté-là où elle est hyper attachante, et en même temps, c'est une personne qui fait des choix horribles, tout en étant fun, tout en étant relatable, et du coup, c'est ce que ça donne un peu à penser. Quand on a vu le 1, on a fait « Ah, ok, le 1, on s'est bien focus sur Glinda et sur les gens qui choisissent d'adhérer au fascisme. Allez hop, le 2, et là, on est plus focus sur Elphaba et sur ce qu'elle va faire. » Sauf qu'en fait, non, ça switch jamais, et c'est toujours about Glinda. Enfin, en tout cas, c'est vraiment... Ce qui est, de ce que j'ai lu, ce qui commence à poser problème, parce qu'en fait, c'est intéressant de voir en quoi les gens qui soutiennent des systèmes fascistes sont pas... Comment ça se passe pour eux, quelles sont leurs conceptions. Mais bon, au bout d'un moment, il faut un peu faut passer à autre chose, quoi. Et surtout que c'est une infidélité par rapport au musical et au livre. Normalement, c'est Elphaba le personnage central de l'histoire. Là, toujours, techniquement, oui. Techniquement, mais la caméra aime tellement Glinda, et en même temps, on comprend pourquoi. Et moi, j'adhérais totalement dans le premier, dans le sens où, non, c'est un personnage très intéressant à suivre. Dans le deuxième, je suis désolé, le deuxième fait tout ce qu'il peut pour redeem ce personnage, pour nous faire croire que finalement, c'est un personnage, plus profond et plus meilleur qu'elle ne l'est, et c'est assez aberrant, en fait. Juste, du coup, je rappelle vite fait l'histoire, elle est quand même... l'histoire de Wicked commence quand la maison de Dorothée tombe dans le... C'est ça, hein? Non, elle se passe avant, mais c'est... Si, le 1, disons que le 1, l'histoire s'ouvre au moment... Non, au moment où Dorothée tue la méchante sorcière de l'Ouest, justement, qui... Oh là là, c'est compliqué. Bon, globalement, ça se passe en même temps, ça se passe dans le même univers. Le 1 commence au moment où elle a tué la méchante sorcière, donc Elphaba.
Et en fait, le 1 est un flashback. C'est Raconté Glinda par, qui raconte, par Glinda qui est devenue donc la bonne sorcière de où? Du Nord? La gentille sorcière de, je sais pas, Là. du Nord. La gentille sorcière centriste de l'extrême centre qui vient annoncer la mort de la... Enfin, voilà, faire un discours. Et la population lui dit « Mais Glinda, vous connaissiez la méchante sorcière ?» Et elle est là « Oh oui, peut-être. » Et là, on est dans sa tête, finalement. Et elle a un flashback de leur amitié. Donc, c'est cette histoire de comment deux amis, une qui vient d'un milieu très privilégié, qui a tout pour elle et qui veut monter dans les rangs de la magie, et une qui n'a rien pour elle parce qu'elle est verte. Et qui est même pas censée rentrer à l'université, mais en fait un don magique et finit par du coup elle gravir les échelons parce qu'elle a du talent. Comment ces deux amis, comment leurs routes vont se séparer face à des révélations politiques qui vont éveiller en elle des passions très différentes. Donc Elphaba, elle, en réalisant que en fait, le système est un gros mensonge et qu'en fait qu'il est basé sur l'exploitation des animaux et la réduction en esclavage de ces animaux, elle va décider de mener une vie dans les marges parce qu'elle refuse de participer à un système qui la valide et qui veut la mettre sur un trône. Elle passe quand même la première partie du film à chercher la validation de ce système, à l'obtenir et finalement à le renier quand elle se rend compte de sa vraie nature et des vraies conséquences que ça a. Tandis que Glinda... Alors que Glinda, elle cherche à monter les rangs du pouvoir tout du long du film. Et parce qu'elle est persuadée qu'elle pourra le rendre meilleur. Elle est consciente que quelque chose ne va pas, mais elle n'est pas... Non, mais ce qui est important avec Glinda et qui fait qu'elle est attachante, c'est qu'elle continue pas en disant « Mais oui, moi je suis d'accord avec la maltraitance des animaux et je suis d'accord avec tout ce que fait le magicien. » Non, elle dit « On est d'accord, c'est pas ouf !» Mais viens, on continue, je suis sûre que ça ira mieux au fur et à mesure qu'on avance. Oui, mais c'est hypocrite. Enfin, est-ce qu'elle y croit vraiment? Moi, je pense qu'elle y croit. C'est pour ça que maybe I am Glinda. Mais je sais pas, enfin, c'est un peu le point que fait le film. Ça se fout bien de la gueule de Glinda, tout ce truc-là de s'appeler Glinda parce que d'un coup, elle a sorti de son cul qu'elle doit faire quelque chose pour militer contre la souffrance animale et qu'elle décide de prendre le nom que lui donnait son professeur qui n'arrivait pas à prononcer son nom. Parce que c'était une chèvre, un bouc. Ça reste complètement performatif et complètement vain, techniquement. En fait, c'est ça, voilà. C'est ça le problème que j'ai avec le deuxième film, parce que voilà, ça c'est le premier film, en fait, on a tout, voilà, la création de cette amitié. D'un côté, Elphaba qui cherche à se faire accepter par ce système. De l'autre côté, Glinda qui a un développement de personnage dans le sens où elle apprend en fait à connaître Elphaba et à créer une vraie relation qui est beaucoup moins superficielle que celle avec les autres. Soi-disant, je sais pas si c'était très montré, mais oui, si quand même. Enfin, c'est ce qui est suggéré, mais c'est pas assez montré. Et puis tout d'un coup, elles sont meilleures amies et t'es là, ok. mais voilà. Et donc ça nous laisse sur ça, donc sur leur séparation face à ce choix. Donc en fait, continuer à valider ce système ou pas. Elphaba dit non, Glinda dit oui. Enfin, dans des absolus moraux, enfin oui, effectivement, c'est Elphaba qui a raison. D'un autre côté, voilà, enfin, il y a tout le monde n'est pas Elphaba et ça saurait si on était tous Elphaba. Voilà, quoi. Et ça nous met face à ça nous met face aussi au choix qu'on fait aussi. Enfin, bref. Mais dans la deuxième partie, tout ça, on s'en fout. Tout ça, on s'en fout complètement. Et même, et je pense que la critique qu'on va émettre sur le 2, c'est notre interprétation. Mais le film, même s'il met en lumière des problématiques mais énormes, il valide le choix. Il valide des choses inacceptables, quoi. Comme quoi ce qu'on va dire, par exemple, la critique sur... allons direct vers la fin. Allons droit au but. Globalement, la rébellion de Elphaba finit par fonctionner. En fait, donc Dorothée pense... On spoil, hein. Oui, bien sûr. Pense tuer la méchante sorcière, mais en fait, c'est basé sur une légende comme quoi l'eau la tue, mais en fait, c'est pas vrai, elle survit, blablabla. Et donc, en fait, et grâce à sa mort, Glinda finit par accéder au pouvoir, et en gros,
maintenant qu'elle a compris tous les tenants et les aboutissants du système, elle vire le magicien. Elle le tue pas, elle le vire et elle met Madame Morrible en prison et elle prend la place du magicien. Et à ce moment-là, elle est prête à annoncer au peuple ok, c'était un mensonge, en fait, on est libre grâce à Elphaba. Elphaba n'était pas la méchante, c'était celle qui avait raison dès le début. Et à ce moment-là, Elphaba dit non, ne leur dis pas ça, laisse-les croire que je suis la méchante. Moi, je m'en vais dans une espèce de désert monde parallèle, je quitte ce monde avec mon love, le paillasson. Figaro et laisse-les croire que je suis méchante parce qu'ils ont besoin d'une méchante pour que toi, tu puisses être la gentille et que toi, à qui je fais confiance, tu puisses... Why alors que... Alors, t'as pas fait un seul bon choix depuis le début. Tu l'as juste bully. Elle l'a juste bully et elle lui a donné un chapeau. Elle lui a littéralement donné... Bref. Et elle lui dit, toi, je te fais confiance. Utilise ta position que tu as maintenant. Et que for some reason, tu perdrais... Enfin, voilà. Et soit, si moi je suis Elphaba de Wicked, toi tu peux être Glinda de Good. Et elle s'en va. Et Glinda... Et en fait, on réalise que toute l'histoire que Glinda a racontée n'était qu'un flashback dans sa tête, qu'elle ne l'a jamais raconté aux gens face à elle, et que tout reste un secret. Et donc, c'est ça l'histoire. C'est en fait... on peut pas fonctionner en sachant... Enfin, il faut qu'on continue à fonctionner en pensant... Oui, c'est genre ne changeons rien à notre manière de voir le monde, à notre Mais conception le truc, des maintenant choses. que j'y pense, tu vois, c'est que finalement, en vrai, le film vient de passer 4 heures de film à quand même nous raconter que c'est Elphaba qui a tout changé en étant dans les marges. Et que c'est elle en prenant Et à la fin, en fait, le film, c'est comme si j'ai l'impression que presque le réel, il essaie de glisser un truc, mais il se censure lui-même. Parce que si t'as raconté toute cette histoire, c'est que tu sais... Enfin, c'est que t'as compris, mais il a quand même fait cette fin moralisatrice de non, finalement, tu leur dis pas. Et le ton du film valide cette décision. C'est ça qui est troublant, c'est que tout dans le film valide le fait. Et puis t'as Glinda qui prend sa baguette magique et puis qui va gouverner Oz, et puis on est censé être content pour elle. Et à la fois, tout le film vient de nous raconter toute cette histoire détail de comment c'est Elphaba. Donc que John Chu, il pense quoi, tu vois ? Alors, ouais, juste pour rebondir sur un truc, après j'ai un autre truc à dire, mais quand tu dis oui, c'est Elphaba qui a tout fait dans l'ombre, concrètement, elle a fait quoi ? Elle a un peu rien fait. En fait, c'est ça aussi le truc, c'est qu'elle a un peu rien fait. Et que, juste, elle existe en tant que méchante. Elle existe en tant que méchante. Et ensuite, c'est Glinda, en faisant un discours, genre au bout de 3 mots, tout est résolu dans le problème de racisme contre les animaux. Et vous pouvez tous revenir. Voilà, vous pouvez tous revenir, et là les animaux reviennent, et puis après les gens sont plus racistes, et puis après des années de propagande contre eux et tout sont effacées comme ça. Et ils sont trop contents de retourner parmi la population qui les a persécutés. Mais c'est nous montrer que cette performativité de Glinda est en fait une solution, et en fait c'est une vraie action. Alors que tout le film nous a dit que non, en fait la performativité c'est pas de l'action, mais là la performativité devient de l'action. Et bingo, ce truc-là est rajouté. Ça n'est pas l'histoire. Ça n'est pas ni dans le livre, ni dans le musical. Et un autre truc, oui, alors que je voulais rebondir, c'est ce qui est gênant dans ça. En fait, c'est que ça peut constituer un méta-commentaire intéressant, le fait que la femme verte, mais vraiment noire, enfin la femme de couleur, se sacrifie pour que la cause de la femme de couleur soit récupérée par une femme blanche qui la rend qui la rend mainstream. Et ça bref, ça peut blanche être un... Ariana Grande ? Oui, on va pas rentrer dans les détails. Sorry. Non, mais c'est une blague sur... Oui, je sais. Oui, Ariana Grande est blanche. Et Glinda est blanche. Glinda est blanche dans toutes les histoires. Elle est italienne, non ? And that's European black. Bref, mais du coup, bon, ok, que ça se passe très bien. Enfin, c'est pas le problème qu'un truc se passe dans un film, c'est quelle est la take du film sur ça, en fait. Est-ce que ça nous montre ça, genre, pour nous montrer ça et nous dire, voilà, c'est un truc qui se passe dans le film, pensez-en ce que vous voulez. Mais là, on nous laisse pas penser ce qu'on en veut. Là, c'était la solution. Là, c'est bon. En fait, c'est genre la solution. C'est que ce soit les personnes non minorisées qui portent la cause des personnes minorisées. Et voilà. Ouais. Et c'est tout. Et en fait, on pourrait. En fait, c'est ça. C'est que ça pourrait être intéressant de regardez comment la cause des minorisés est toujours. Enfin,
Tout en le fait, film c'est ça. dit ça, en Voilà, fait. en fait, c'est ça. Sauf C'est tout le sa film dit conclusion. ça jusqu'à la fin, où en Ouais. fait, c'est là. Et c'était une bonne chose. Et c'est difficile à dire. C'est ça aussi, quand on fait de la critique de film, de donner une intentionnalité au film. Mais on est tous d'accord que c'est plutôt clair, en fait, quelle est la position d'un film sur son sujet, quoi qu'il en dise. Et après, on peut en sortir des trucs super intéressants et tout. Mais après, la position du film est claire. Ouais, grave. Et là, c'est vraiment. On est sorti un peu très, vaseux. très gênant. du Et deuxième, ça, ça, on sent un peu. Ouais, c'est ça, ça lie parce que. Ouais, trahi, trahi, quoi. Parce qu'en fait, on croyait que t'étais plus intelligent que ça, le film, en fait. Vraiment, je pense que ce qui représente vraiment cette trahison, c'est le truc on est sorti, on s'est regardé en mode. La chanson Feels Like Home, tu l'as pas trouvé un peu bizarre? Donc il y a ce moment vers le milieu du film où en fait les animaux sont en train de commencer à quitter Oz parce qu'ils se font tous emprisonner, donc ils sont en train de se barrer ils vont dans des tunnels souterrains pour aller. Donc il y a une espèce de monde parallèle désertique qui est même pas notre monde, c'est juste une espèce de non-monde de No Man's Land où les gens errent. C'est les éternités aveugles. Voilà, et les animaux sont en train de partir vers là, et Elphaba arrive, et donc là c'est le début du 2, c'est une paria, voilà. Et elle leur dit non, mais restez, il faut qu'on se batte, il faut qu'on défende Oz, et eux ils sont là, mais qu'est-ce que tu me dis, genre on va tous se faire massacrer. Et elle commence à leur chanter cette chanson sur pourquoi est-ce que un endroit qui n'est que finalement un peu de terre est une maison où ça vaut le coup de rester et qui vaut le coup d'être défendu. Et toute cette chanson, et d'un côté, tu vois, je la trouvais mimi, j'étais là, j'essayais de la voir comme une take un peu progressiste sur l'attachement au pays qui n'est pas un nationalisme aveugle, tu vois. Mais ça marchait pas. Mais non, ça marche pas. Mais parce que il y aurait tellement. Et pour finir ma pensée, et après tu peux y aller, c'est que cette chanson, apparemment, j'ai cherché plusieurs fois, c'est pas clair, mais je crois que c'est vrai, a été ajoutée. Cette chanson n'est pas dans le musical. Et ce qui est hyper troublant, enfin. En tout cas, elle dénote totalement, mais c'est surtout sur le. Enfin, c'est l'argumentaire, c'est ce focus sur la terre et c'est chez nous, alors que en fait, il y a aussi. Vous avez droit à la dignité. Ouais. Et enfin, oui, mais non, ça aurait pu être un angle qui est juste là pour racheter un public un peu dubitatif de républicains, je pense, moi. Moi, c'est ce que je pense, c'est pour tout flouter. Tout comme cette fin. Parce que oui. Parce que la création, je veux dire, tu vois, un républicain aux États-Unis, cette histoire de créer la figure du méchant, il doit s'y reconnaître de ouf. Hein. Je veux dire, Trump, c'est une figure de méchant pour les gauchistes. Quelqu'un qui vote pour le RN, en France, c'est une figure de méchant pour les gauchistes. Et on adore le raconter, c'est une narration qui marche grave. Ouais. Et donc, ouais. Mais très, très awkward, quoi. Donc, du coup, t'es là. Et donc, si les animaux, ils étaient venus d'un autre endroit, en fait, ils n'avaient pas le droit à ce qu'on les traite comme c'est vrai, des finalement, êtres humains. Oui, c'est ça, ça tient à leur appartenance. Non, parce que je pense que là, c'est pas... quand elle chante cette chanson, elle essaie de les faire rester... Oui, non, mais t'as quand même raison. Enfin, l'argumentaire leur est adressé à eux, quoi. Et puis, est-ce que, sur une note plus légère, est-ce qu'on peut parler du CGI non, mais il faut qu'ils arrêtent avec ça quand ils nous révèlent que le magicien d'Oz est le père de Elphaba. On a compris. Oui, ça, on le sait depuis le début du film. Mais il faut quand même qu'ils nous fassent un flashback et qu'ils se donnent le mal, comme c'est dans le passé, de coller le visage de... Jeff Goldblum. Jeune sur son corps. Mais comment tu peux avoir autant de moyens et faire un truc aussi moche? J'ai vu des mimes trop drôles où il colle un rond avec son visage sur un corps et ils disent « Let's do Wicked be like ». Oui, non, mais ouais. D'ailleurs, ouais, ça, j'ai regardé le premier avant de venir avec mon coloc et je me souvenais pas, mais la première fois que tu vois la tronche du magicien, c'est genre sur une statue et du coup il était là. Mais pourquoi il y a Jeff Goldblum? C'est là, oui, le vrai magicien de Jurassic Park. Je vois ce que tu veux dire. Mais oui, non, mais de toute façon, enfin, il y en a marre
CGI, quoi. Enfin, je sais pas, c'est genre... Mais après, ce film a beaucoup... beaucoup, en fait, c'est une des grandes tragédies aussi, que beaucoup de gens beaucoup plus qualifiés ont déjà évoqué en long en large, mais l'esthétique de ce film, il y a un gros problème. Parce qu'en fait, beaucoup des décors sont des vrais décors. Ouais, tout le village, c'est des vraies fleurs, il paraît même. Et en fait, tout le monde, du coup, débat sur pourquoi il est aussi moche. Parce que c'est suréclairé, c'est tout blanc, tout gris. En fait, les couleurs du film sont plus pâles que dans la réalité. Et donc, et notamment, en plus, c'est quelque chose qu'on observe dans tous les films ces dernières 10 années, qui rend tout le monde un peu triste, quoi. J'ai vu des takes... Une bonne take, c'était que pour des raisons d'économie et tout, le film en fait a été tourné en Angleterre. Et c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas le ciel californien tout bleu auquel on est habitué dans les films américains. Le ciel est blanc, en fait. C'est complètement couvert. Ce qui, en fait, facilite en plus... En fait, aussi, quand on utilise la CGI, donc ou bien on fait tout en studio devant un fond vert, ou bien on suréclaire l'arrière des personnages, et comme ça il y a du clair derrière et du blanc, et c'est plus facile de mettre de la CGI derrière. Et c'est pour ça qu'on a tout le temps l'impression qu'ils ont ce glaire autour d'eux, même devant des paysages qui pourraient être juste sur un fond vert, tu vois. C'est parce qu'ils sont suréclairés derrière, et en plus il y a ce ciel gris. Ouais, c'est vraiment pas très beau, et c'est un peu dommage, ça fait pas rêver... Après, il y avait des réussites quand même dans le 1. Oui. Le long numéro musical qui commence dans la cantine et qui tu sais, ou dans la bibliothèque. Oui, Dancing Through Life, là. Dancing Through Life, et où finissent au bal. Ça dure, le truc dure 20 minutes. Mais c'est pour ça que moi, je sais pas trop de... Enfin, je l'ai entendu 15 000 fois, le truc de suréclairage et tout ça. Et oui, ça, enfin, je le vois, mais moi, c'est pas enfin, c'est genre juste... Moi, j'en ai marre de ces films-là, genre, qui ont un budget de ouf sur les décors, qui veulent un peu émuler cette époque où on avait vraiment... Enfin, tous les effets étaient pratiques. Et voilà, mais j'allais parler de ça. Tu te fais chier à faire un décor qui est de ouf, qui est camp as fuck, qui revendique le fait que c'est un faux truc. Et tu viens mettre de la fucking CGI pour ça. Mais enfin... L'éclairage fait beaucoup. C'est même pas la CGI, c'est filmé tel quel, hein, c'est pas modifié. C'est juste l'éclairage. Imagine, tu vois les éclairages de youtubeurs ou de podcasters avec très diffus comme ça, du blanc dans le visage. Ils te mettent ça sur... Mais c'est le drame de 2025, ce qu'ils ont fait avec Frankenstein. J'en pleurerais. Mais moi, Frankenstein, ce que je te dis... Enfin, toi, ça t'avait pas choqué, mais moi, j'étais là, wesh, pourquoi il n'y a plus un seul animal, un vrai animal dans les films. Genre, littéralement, ils ont fait de la CGI pour des souris. Des souris. Tu te souviens des films des années 90 où il y avait des rats partout qui foutaient rien là et tout. Pourquoi vous faites pas ça? Enfin... Dans Nosferatu, c'est des vraies souris. Ils font que raconter que c'est dans Nosferatu, je crois. Dans l'original. Ah non, c'est dans celui de Werner Herzog. Ouais, non mais moi, je pouvais pas m'empêcher en voyant cette scène de dire ils ont demandé les autorisations pour à la mairie, c'est genre pour tourner ça et dire on va lâcher 1000 rats dans votre. Mais non, Werner Herzog, il demandait aucune autorisation, jamais. Oh putain. Mais bon, c'est un personnage controversé. Bref, c'est tout un sujet. Il était très pote avec Klaus Kinski, qui était quand même une énorme sale merde raclure. Mais très talentueux. Mais Werner Herzog, oui, c'est quelqu'un, il en parle, il dit moi, dans mes cours de ciné à l'université, j'apprends aux étudiants à crocheter des serrures pour aller voler des caméras des studios qui veulent pas leur donner de thunes, quoi. C'est son truc. Et apparemment, oui, un truc sur tous ces rats. Je crois que c'était que des mâles, d'ailleurs, pour qu'ils se reproduisent pas. Et je crois qu'il y a une histoire du type, on les a tous récupérés. Il en manquait pas un seul. À moins que je confonde avec Nosferatu, parce que je crois qu'il y a aussi une histoire de vrais rats dans Nosferatu, celui de Robert Eggers. Écoute, je sais plus. Mais oui, c'est vrai, tous ces faux animaux. Mais voilà, pour en revenir, Frankenstein aussi fait des faux animaux pour nous mettre des moutons, parce que c'est trop dur d'avoir des moutons. Bring Back, est-ce que tu te souviens de tous ces films avec des animaux des années 90 Mais oui, c'est ce que je te dis, c'est genre... On est d'accord qu'ils les faisaient juste manger et ils mettaient des voix dessus, et du coup les animaux ils font et ils mettent des voix dessus, ou bien ils les faisaient... Mais je sais pas, mais c'est un truc que je sais du temps où
Fun fact, lore about me, j'ai travaillé dans la pub. Et oui, ça coûte une blinde d'avoir un animal acteur parce qu'il faut aussi payer son dresseur et tout ça. Et je sais plus, il y a des autorisations, il y a des assurances spéciales et tout. Mais vous avez déjà un pognon de ouf. Et je sais pas combien ça coûte, mais sérieusement, faire venir 3 souris et... Bon bref, et pour en revenir à Wicked, enfin moi une tech intéressante parce qu'on n'a pas arrêté de regarder des vidéos YouTube et des trucs qui parlaient de ça. Qui disait que dans le musical, forcément, il n'y a pas des vrais animaux et que c'est des animaux anthropomorphes. Genre, c'est des furries. On a regardé la même vidéo. Et la personne a argué que ça marche mieux parce que du coup, quand ils ont cette humanité qui peut être stripped down, ensuite ils sont à 4 pattes. Enfin, il y a ce truc-là. Et là, tu te dis, mais en fait, pourquoi vous n'avez pas fait ça ? Pourquoi c'est pas genre... Parce qu'il y a l'ombre de Kat qui... Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais vous le faites pas en CGI comme Kat et voilà. Et vous assumez que... Mais je sais pas, moi, vous assumez que vous êtes Après, Trump un vegan t'entendrait dire ça et te rétorquerait « T'es pas capable d'avoir une empathie comparable à celle des humains sur un animal à 4 pattes ?» Mais what the fuck, non, c'est pas un argument. Enfin, je pense pas que quelqu'un aurait... Mais le point du film, c'est la déshumanisation. Si jamais les animaux sont pas humains à la base, c'est genre... je voudrais... Oui, déshumanisation, tu peux le remplacer par juste désempathisation. Enfin... Mais justement, moi, ça m'a fait me poser beaucoup de questions sur le véganisme de voir ce film. J'étais là, ça m'a fait me poser des questions sur... Après, c'est des animaux qui parlent et qui ont... Moi, je trouve, en fait, les mettre à 4 pattes ou les mettre sur 2 pieds pour des animaux qui parlent, qui sont profs de philo... Est-ce que les mettre sur 2 pieds, c'est nécessaire ? Tu vois ce que quand je dis de mettre sur 2 pieds, c'est juste pour que ce soit moins cheesy que d'avoir une chèvre qui, obviously, est en train de mâcher du foin et que tu lui fais parler dessus. Mais ça aussi, ça aurait pu marcher. Enfin, pourquoi ils sont en 3D ? Et c'est ça aussi ce truc, c'est genre, ah oui, ok. Ça me fait penser au truc de Gaïa, quoi. C'est genre, ah oui, vous voulez défendre les animaux, vous n'avez même pas foutu d'en avoir un vrai, vous avez des trucs en IA, quoi. On est très fan des publicités de Gaïa. On applaudit quand il y a les pubs Gaïa. Notamment celle à Noël. J'espère qu'il faut qu'on aille voir le canard. On est en décembre, il faut qu'on aille vite. Mais on était voir Wicked, il est sorti en décembre, en novembre. Il faut qu'on retourne voir. Il y a des films d'horreur en ce moment, on a des trucs à voir. Ouais. Juste parce qu'on attend les pubs Gaïa avec Loi. Loi qui pleure. Loi qui verse une vraie larme. Non, en fait, mais si, je sais, ils sont pas foutus parce que, en fait, mais si, je suis débile. J'ai déjà vu même des vidéos de genre de persos qui font partie d'une asso vegan et qui parlent qui au moment ils veulent faire une pub qui met en scène un cochon et tout, et ils se mettent tous d'accord sur le fait que utiliser un animal pour une publicité, c'est de l'exploitation animale et ils veulent pas le faire. C'est exactement pour ça qu'ils font ça. Ça veut dire en fait, même je crois que dans cette vidéo que j'avais vue, c'était une pub Insta, tu vois, je pense qu'ils ont remplacé la pub avec le cochon par une discussion de eux qui veulent pas utiliser un cochon. Ils étaient censés l'acheter. Non mais quand tu veux pas utiliser un cochon comme acteur, tu fais pas un scénario qui demande que le cochon soit acteur, en fait. T'es genre, tu prends juste des images de stock d'une ferme et tout ça et tout, tu as une personne sérieuse qui parle par-dessus ou quoi que ce soit, et machin truc, et ça c'est pas de l'exploitation. Mais non, il faut faire un petit scénar où on humanise les animaux parce que... Enfin, t'es genre... Après, il y a peut-être un truc du style... Je me demande, j'en sais rien, je suis pas avec... Peut-être une personne végane saurait nous répondre à toutes ces questions, mais parce que moi, je sens que les seuls arguments qui fonctionnent un peu avec moi pour la libération animale et tout, c'est les images horribles de surexploitation. Mais du coup, ou bien ils ont déduit que en fait y aller par l'horreur, ça marchait pas, ça dégoûtait juste tout le monde et personne n'a envie de voir ça au ciné. Ou bien c'est pas autorisé. Ou bien ils ont juste pas le droit de mettre des images comme ça parce que c'est des images prises illégalement dans des... Tu vois ce que je veux dire ? Il y a forcément une raison pour laquelle ils vont par l'empathie et Loi en CGI qui pleure et pas Loi en train de se faire gaver dans des rangs de... Enfin, oui, bref. Ça, non mais d'accord, ok, très bien, on veut pas mettre ça, mais ils le mettent quand même, sauf que c'est en CGI. Enfin... Non, c'est suggéré... Non, on le voit. Ah ouais, dans la mais bien sûr, pub. tu crois qu'il voit quoi, le canard, là, quand il se met à pleurer. Bref. Ah oui, mais, c'est vrai. Genre, il voit l'ombre. Mais non, mais je suis désolé, mais on n'a pas besoin de rentrer dans des trucs comme ça. Enfin, je sais pas. Moi, je sais pas. Après, c'est peut-être... oui, effectivement. Enfin, effectivement, peut-être les études marketing marquent que ça marche mieux avec des trucs d'empathie. Mais écoute, je suis pas végane et pourtant, tu me demandes d'écrire un argumentaire sur pourquoi c'est bien d'être végane. Ouais. Je te trouve au moins trois arguments qui sont
concret, Ouais. cohérent, enfin, genre l'impact écologique, enfin, je sais pas, l'exploitation, Ouais. enfin, il y a pas besoin de, enfin, je sais Oui, pas, oui, je oui. trouve ça contradictoire. Et donc ouais, là avec, bon après, je sais pas. Je sais pas, enfin, je veux pas non plus. Voilà, c'est un traitement dans Wicked, c'est un traitement qui est fine, qui marche. Mais tu sais C'est quoi? juste qu'on était en train de parler de l'esthétique du film. Narrativement, ça pose pas trop de problèmes la manière dont ils l'ont fait, c'est juste esthétiquement. C'est dégueulasse, j'en ai marre de voir des animaux en 3D. Mais je crois que j'ai et... répondu à la question en fait. Je crois que c'est parce que j'ai vu, moi je follow tous les gothiques là sur Insta, c'est des meufs véganes. Hein. Et, et elles en parlent, elles disent si tu regardes Wicked et que t'es pas végane, t'aimes pas vraiment Wicked. Tu vois ce que genre c'est un vrai, le véganisme c'est un vrai sujet chez les gens qui regardent Wicked, certaines personnes. Si la production en est consciente, ne pas utiliser des vrais animaux pour ces personnages, ça doit être un choix, un choix, hein, une décision. Je sais pas. Ça doit aussi être bien arrangeant. Hein, Ouais. mais voilà, je pense que c'est quand même intéressant de glisser le point de vue vegan dans cette histoire. Enfin, je sais pas, depuis que j'ai vu des vidéos qui en parlaient à propos de ce film, je me suis dit, ah oui. Non, mais en fait, et puis depuis que j'ai vu tout ça, j'y pense beaucoup. Je suis allée à Paris récemment et j'ai fait un tour au musée de la nature et de la chasse, là. Et je faisais que me poser des questions, justement, sur mon empathie par rapport aux animaux et où elle commence, où elle s'arrête, tu vois. Et voilà, j'ai pas toutes les réponses encore. Mais voilà, j'ai beaucoup réfléchi, je pense, parfois. Voilà, et... T'es un peu une Elphaba, quoi. Je suis un peu... En vrai... Non, mais en vrai, moi, j'aimais grave... J'étais hyper surprise, agréablement surprise par le jeu de Ariana Grande dans le 1. Je la trouvais trop drôle. Et bah, là, c'est plus pensée jetée, mais dans le 2, j'avais vraiment des problèmes avec l'empathie qu'il nous demandait d'avoir pour elle, pour le coup. Notamment, par exemple... Ah oui, j'ai repensé parce que j'ai poncé notamment la chanson For Good à la fin. Et elle commence par Elphaba qui dit à Glinda Look at me, not with your eyes, with theirs. Et en mode non, mais mets-toi à leur place, comprends-les, ils ont besoin que je sois la méchante. Et j'étais là, tu demandes à la meuf qui a construit ce personnage de se mettre dans... Elle est déjà dans ces chaussures-là, meuf. Pourquoi t'es en train de lui... Pourquoi tu mets en place cette situation où... Et il y a beaucoup de moments où ils essaient de nous... Enfin, c'est le personnage qui... Elle est consciente de tout, mais en espérant toujours que ça va s'améliorer. Moi, c'est comme ça que je le lis. Et du coup, il y a notamment toute cette très jolie chanson où Glinda, justement, comprend que le monde s'écroule et que ça ne va pas pouvoir durer et qu'il faut... qu'elle est en train de protéger un truc qui va finalement forcément s'écrouler. En tout cas, il y a ce moment où elle chante la chanson The Girl in the Bubble, où elle est dans sa grande chambre, et elle chante, et tout le thème de la chanson, c'est « J'ai toujours existé dans cette jolie bulle qui requiert, pour rêver éternellement, il faut qu'on garde les yeux fermés éternellement. » Et cette fille dans la bulle, qui est moi, un jour, il va falloir éclater la bulle, mais elle a peur de découvrir qui elle sera une fois que la bulle a éclaté, cette bulle dans laquelle elle a toujours été. Et en vrai, cette chanson, elle est grave jolie, mais j'étais là, girl, you knew. Genre, je suis là, en fait, c'est un peu... Nous, on le sait déjà. How far does it have to go until you pop the bubble? Genre, the bubble, elle aurait dû avoir lieu à la fin du 1, genre. Pas au moment où le génocide des animaux est bien enclenché, genre les 3/4 du film. Et surtout, enfin, c'est à la fin qu'elle... D'après mes souvenirs, ce qui prompte cette musique et donc ce doute-là, c'est quand, clairement, Madame Horrible lui dit « Arrête tes conneries, t'es une connasse, comme nous. » Et maintenant, voilà, t'es genre... quand on lui met le nez dans la merde et que En fait, mais après, c'est intéressant... Enfin, c'est un personnage intéressant. J'ai rien contre le fait qu'on dépicte un personnage comme ça. C'est comme l'espèce de... Le truc qui nous faisait vachement rire. Ah oui, parce qu'on était 4 dans la salle, genre littéralement que nous et nos amis. Et donc, on pouvait se permettre de commenter comme si on était à la maison. C'était ultra comique, ce côté où, genre, Elphaba a ses propres trucs, elle se fait persécuter et tout.
Et pendant ce temps, Glinda, chiale parce qu'elle a perdu Fiyero et que son mariage... J'ai vu un mème comme ça passer où t'as Ariana Grande après le mariage et Jésus à côté, elle fait « She suffered more than Jesus ». Vraiment. Parce que c'est tellement ça, c'est genre, d'un côté, t'as genre de vraies souffrances et de l'autre, t'as genre juste de la frustration que ton petit rêve soit pas... Et que en fait, c'est ça. Ça nous faisait rire parce que dans le 1, il y a un peu cette histoire de rivalité amoureuse qui commence. Tu sens que Fiyero il est un peu attiré par Elphaba aussi, mais Glinda elle va finir avec Fiyero. Mais c'est un peu dans les marges et en plus ça fait sens parce que c'est une histoire qui se passe à l'université. Voilà, t'es là. Même si il y a beaucoup de gens qui étaient là. Mais pourquoi ils amènent une histoire de mec au milieu ? Surtout qu'elles sont censées être amoureuses dans le livre littéralement. Tragédie. Mais dans le film, ça commence à prendre une énorme place. Et oui, cette scène qui vous a fait trop marrer, c'est qu'il y a un moment où en fait, pendant le mariage de Fiyero et de Glinda, oui, c'est ça, c'est Elphaba qui libère, découvre les animaux qui sont en cage sous le sol du mariage. Et donc, elle pète un câble et elle les libère tous. Et donc, il s'enfuit en saccageant le mariage. Et à ce même moment, Fiyero se barre avec Elphaba. Je crois que c'est un truc comme ça. Et à la fin, et juste après, il y a cette chanson, je sais plus laquelle c'est, peut-être c'est... I'm not that girl. I'm not that girl. Enfin, elle reprend la chanson. Hilarant. Où elle... c'est une contre Pygmy. Où c'est Cry for Me. Où Glinda, du coup... Donc, Elphaba vient de libérer des animaux. Le mec qui devait se marier avec Glinda, et clairement, depuis le début, il donnait tous les signaux qu'il avait pas envie de le faire. Elle est là, tu es contente de te marier avec moi ? Il est là. Si ça te fait plaisir. Oui, si ça te fait plaisir. Et littéralement, ça se voit dans toutes les scènes qu'elle voit ce qui se passe et qu'elle lutte quand même, qu'elle y va quand même. Donc, meuf, t'es au courant, you knew. Et donc, bref, et son mec vient de se barrer avec la paria de la société number one. Et Ariana et Glinda se baladent dans les ruines de son mariage et elle est là. C'est pas moi que tu veux, c'est elle. Mais moi je t'aime, mais toi tu m'aimes pas parce que tu la préfères elle. Mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi ? Et j'étais vraiment là, je crois que tu te trompes de sujet. Mais c'est super drôle quand on le voit et qu'on n'a pas encore compris que le film voulait vraiment qu'on ait vraiment de la peine pour elle. Quand on contraste les deux trucs là, c'est super drôle et ça pourrait être un truc super cool si le film en était conscient. Et à l'époque, au moment où on a vu ça, on croyait que le film en était toujours conscient. Donc, non, moi j'avais compris. Quand j'ai dit It's not about you, girl, genre, je parlais au film, genre, je parlais pas à Glinda. Ah ouais. Mais non, tu mets pas une scène entière de musique émotive parce qu'ils savent la rendre drôle. Ils savent la rendre drôle. Elle sait être drôle. Elle est drôle plein de fois dans le 1. Quand ils te mettent un musical number qui dure 4 minutes 20 de elle qui chiale, c'est très sérieux. Est-ce qu'on parle du sex cardigan ? Ouais. Parce que donc Fiyero et Elphaba se barrent et jusque-là, et c'est drôle parce qu'à un moment, oui c'est ça, avant toutes ces scènes, en fait la scène du mariage, il y a un moment où Elphaba est en tête à tête avec le wizard. Et il y avait un de nos amis qui me disait, il chuchotait, il était là, mais tue-le. Et je lui avais dit, non, dans cet univers, il n'y a pas de meurtre. Il n'y a pas de meurtre et il n'y a pas de violence, ni de sexe d'ailleurs. Boy, was I wrong. Parce qu'ensuite, Fiyero et Elphaba se barrent et il y a une espèce de scène très... je sais pas comment elle est dans le musical, je sais même pas si elle a lieu, je pense qu'elle a lieu dans le livre. Mais une chanson... Elphaba by Icon. Où ils sont dans la petite cabane Goblin Core de Elphaba dans la forêt parce qu'elle vit dans la forêt. Et voilà, et ils baisent. Mais moi, ça m'a beaucoup fait penser aux couvertures de livres de romans érotiques des années 70, 80, tu sais. Tu sais ce que je veux dire ? Ouais. Et donc Elphaba arrive, elle enlève ses habits un peu restreignants et elle met un pull en laine. La pire serpillère que tu as jamais vue. C'est une serpillère. Mais même nous, à la maison, on a des serpillères. C'est la serpillère type dans une bande dessinée qui pend là, avec des fils qui se décrochent. Et elle met ça pour faire l'amour avec Fiyero. Et il s'envole dans le ciel. Il s'envole dans le ciel ? Oui, oui. C'est là que t'as dit, vous avez vu, c'est ça qu'on fait, nous, le sexe hétéro. Et c'est là qu'on t'a demandé. Et la serpillère, c'est... Et la serpillère aussi ? Oui. Tu
tu peux pas baiser sans avoir mis ton sexe cardigan. En plus, ce qui est drôle, c'est que l'acteur qui joue Firo est so gay. Et Elphaba aussi, Cynthia Erivo, elle est lesbienne. Makes you think. Il était temps que des personnes queer et une relation hétéro. Des personnages hétéros. At last representation. Non, je pense que je pense que les hétéros devraient se scandaliser de ça, leur pauvre représentation ou je crois que personne n'a chialé. Bah voilà, et bah pour clôturer, je pense qu'on est dans un bon timing. On n'a pas duré 3 heures cette fois. T'as envie de parler d'un film que t'as vu récemment ou on s'est maté des Chucky tous les deux. Ouais. Est-ce qu'on fait une petite parenthèse Chucky 4 ? Non, pas une parenthèse parce que j'évoquerais bien les films qu'on a vus vite fait. Bah, Frankenstein, la grosse déception, je suis vraiment triste, c'est un drame. Mais oui, en effet, Chucky 4, il est wow. C'est a Wild Beast, on va dire. Mais parce qu'on est méga fan de Chucky 3, donc Bride of Chucky. Mais juste Chucky en général. Bah oui, Chucky en général. Hein, Chucky en général. Mais Bride of Chucky, pour le coup, tu vois, c'est un peu... Allez, c'est incomparable. Genre, Wicked 1, je suis fan de Wicked 1. Wicked 2, c'est compliqué. Non, je cautionne pas Wicked 2 en vrai. Chucky 3, je suis fan, premier degré. Il est incroyable. Chucky 4, plus second degré. Il y a quand même des gros... Ah oui, là, il faut le prendre au millième degré, mais... Ouais, c'est genre je crois que c'est le film le plus années 2000 qui n'est pas Scary Movie que vous pourriez voir. C'est genre... Il y a même un caméo Britney Spears qui n'a so aucune raison d'être là. Scary Movie. Mais c'est très les films. Mais ça c'est trop un sujet. On en parlera un peu quand on fera mon épisode que je suis en train de préparer, qui est très LA core. Bah juste pour conclure un petit peu cette année cinématographique. Globalement, en fait, qu'est-ce qu'on en a retenu ? Quels sont les films qui nous ont marqués ? Est-ce qu'on se ferait pas un petit top 3, sachant qu'on sait très bien ce qui va être dans le top 2, je sais pas trop. En troisième position, mais dans tous les cas, le numéro... Mais t'es sûr que c'est cette année ? Mais oui, c'est cette année, c'était en début d'année. J'ai l'impression qu'il a été là toute ma vie. Ouais. Sinners. Sinners gagne la palme d'or de nos cœurs 2025. Ouais, non, carrément, c'est pas not even close, c'est genre il y a pas de question, c'est genre il est trop bien. Moi numéro 2 Weapons. Ouais, toi aussi, ou t'es vraiment déçu par ce film ? Mais je suis sûre que j'ai en fait mais je te jure, en ce moment je retiens pas bien les trucs, mais j'aurais dû prendre une liste, je savais pas qu'on allait faire ce truc. Mais je sais pas si c'était un good time et j'ai grave kiffé, mais Weapons, je sais pas si ce serait en numéro 2 Oh, moi oui. C'est trop un good time pour pas être en numéro 2. Après voilà, c'est effectivement c'est un film qui c'est un peu par rapport à Sinner, c'est genre c'est tight quoi, genre tout ce dont le propos du film, tout est hyper bien construit et passe voilà. Non, par contre moi je suis en fait mais c'est surtout moi je suis time. genre die hard fan de son film précédent Barbarian. On l'a regardé ensemble finalement avant d'avoir les deux sont hyper bien. Ouais, je sais pas lequel des deux je préfère. C'est les mêmes qualités, à savoir que drôle. Ça c'est vraiment un truc, c'est genre c'est un film sérieux, c'est un film qui veut faire peur et qui essaie de faire peur, mais qui se laisse aussi l'opportunité d'être drôle quand c'est approprié. Et comme Barbarian, et c'est vachement rafraîchissant et hyper bien fait. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a l'horreur et l'humour se rejoignent à un certain point. Je saurais pas trop théoriser ça, mais horreur et humour, c'est un indice sur le prochain épisode si vous voulez continuer à deviner de qui on va parler. Mais qu'est-ce que je voulais dire, tu parlais de Bring Her Back. Ouais. Bring Her Back, franchement, moi, méga fan de... je sais plus comment ils s'appellent, les réals. Les frères... je sais plus. Ouais. Ah bah Good Boy, j'ai bien aimé moi cette année. Ah mais moi j'ai pas vu. Tu l'as pas vu ? J'ai toujours pas vu. Ouais. Ah, t'y es pas allé finalement ? Non mais il faut que je le voie là. Ok. Enfin, il était cool Good Boy, je pense que tu vas kiffer. Ok. Ah oui, et moi j'ai vu... je suis un peu une fan de French Extremity
Et j'ai vu un film que j'avais jamais vu, mais qui date pour le coup, c'est genre 2001, genre, qui s'appelle Dans ma peau, de Maria de Vannes, elle s'appelle, je crois. Et je t'en ai parlé, c'est l'histoire d'une meuf qui un jour, saoule à une fête, se blesse très profondément la jambe. Et en fait, s'en rend pas vraiment compte. Et tout son entourage est hyper choqué de la taille de la blessure. Et il y a un décalage entre la gravité que perçoit son entourage et son indifférence à elle. Donc un décalage qui se met en place et qui en fait petit à petit s'agrandit au fur et à mesure qu'elle se découvre un plaisir à se taillader en fait. Et c'était étrangement bien dans le traitement du rapport de cette femme à son corps qui n'est pas un rapport à sa beauté. Enfin si, dans le sens où elle se taillade, mais c'est pas vraiment le sujet. C'est juste le rapport de cette meuf à son corps et c'est un peu vampirique comme ça, ce qui n'est jamais pour me déplaire et j'ai passé un bon moment. Mais il est pas facile, mais voilà, dites-nous en commentaire YouTube de cette je la posterai de cet épisode ce que c'était vos films préférés de cette année et ce que vous attendez pour l'année prochaine. Moi, je serais incapable de dire, je sais même plus ce qu'il y a. Il y a va y tellement avoir de trucs à la 28 fois ans plus rien. tard encore. Ça me déprime. Oui, mais on va y aller quand même. Bah oui. Bah ouais. Il y a la bande C'est pour ça qui est ça fait sortie. chier les franchises quoi. Parce que t'es obligé. On devrait faire comme, tu sais, quand on était ado, on achète une place pour un autre film, comme à l'UGC. Moi, c'est comme ça que j'étais allée voir. Attends. Oui, Paranormal Activity. On avait acheté des places pour Twilight 2. Eh bien, passez de bonnes fêtes. À bientôt pour un autre épisode du Scrunch Podcast. Joyeuses fêtes. Et à bientôt. À bientôt. Ah, et Seb, attends, avant qu'on finisse, je voulais juste te dire que depuis notre rencontre, I have been changed for good. To avoid fainting, keep repeating. It's only a movie. Only a movie. Only a movie. Take as much as you can. Only a movie.